Il y a eu une vague justement, il avait l'habitude de se coucher parce qu'il n'était pas bien équilibré à mon avis sur le plan architectural et donc il se couchait à 90 mains dans l'eau, bon j'attrapais un winch, il se relevait quoi. Et puis et il s'est arrivé qu'après 36 heures vraiment de mauvais temps et de barre forte, j'en avais marre, je barrais, non seulement je barrais, mais je me bagarrais avec la barre pour essayer de le diriger dans les vagues et tout, et de l'empêcher de trop lofer, etc. Et puis, quand j'ai senti que ça se calmait un tout petit peu, je me suis dit, bon, je vais quand même aller bouffer, fumer une cigarette, et puis me changer, toi. Donc je suis descendu, je me suis fait à bouffer, j'ai fumé une cigarette, je me suis changé, puisque j'étais trempé, et puis je suis ressorti dans le cockpit. C'était juste à la tombée de la nuit, je suis sorti dans le cockpit, je me suis dit, tiens, je vais régler le régulateur, parce qu'à l'époque, on marchait au régulateur, et puis pendant que je manœuvrais, j'ai entendu une déferlante qui arrivait et finalement elle a couché le bateau, elle l'a retourné, et moi j'étais dans le cockpit, tu vois, et puis je prenais mon winch comme d'habitude, mais mon bras il glissait parce que le bateau au lieu de 90 il faisait plus, donc mon bras lui il glissait, je me suis retrouvé à flotter, et sans savoir où était le bateau, sans savoir ce qui se passait, il faisait nuit. Donc quand j'ai réalisé sur le coup, je ne sais pas pourquoi, le quart de seconde, je me suis senti high, comme on dit, tu sais. Puis je me dis, t'es con, il faut trouver quelque chose. Mais je voyais rien, quoi. Avec les mains, j'étais comme ça. Et puis ma main, elle a chopé quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais je crois moi que je tenais quelque chose. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvé dans les airs. Ce que je tenais, c'était la bastac. Et le cockpit, il était en dessous de moi. Et donc je suis redescendu dans le cockpit, et puis j'ai remis en plusieurs heures, j'ai remis tout en état, etc. Vider l'eau, c'était un vrai bordel là-dedans. Et puis remettre le bateau, et hop, parce qu'on était en course quand même. Donc remettre le bateau en route, et après j'ai dit, bon maintenant tu peux aller te toucher. Quoi. Mais là, c'est juste un câble d'acier et puis la main, quoi. Et la main, je sentais qu'elle me brûlait, mais tu m'étonnes, là, tout au poids, sur un câble d'acier de 12 mm. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi, parce que bon, là, tu avais les bottes, tu avais les cirets, tu avais les trucs, pourquoi j'ai pas coulé ni rien, je suis resté en surface. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est quand je me suis changé, j'ai enlevé mon ciré et j'avais à l'intérieur, un Anglais d'ailleurs, m'avait offert une combinaison, ce qu'ils utilisent sur les hélicoptères, pour transporter des gens d'une plateforme à un truc offshore. Ouais, un truc offshore, mais très léger. Mais combinaison complète, très léger. Et donc j'avais mis ça. Et le fait d'avoir mis ça, ça a donné assez d'air dedans et moins de poids pour me faire flotter. Et puis le capot qui avait dématé, c'était pareil, hein, donc ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Ah oui, parce que c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle j'avais été invité avec Argos à faire ce genre de conférence, pour montrer l'efficacité du système Argos. Mais système Argos à l'époque c'était tous les 4 heures. Oui, mais la 406 maintenant c'est. Et justement, c'est avec le spot Gen 3 qu'on parlait, Argos à l'époque voulait trouver un système pour mettre, parce que les navigateurs disaient ouais c'est très bien beau, on appuie sur un bouton, boum, mais à terre on ne sait pas pourquoi. Donc alors que si on envoie un texte programmé, tu dis ben voilà le bateau coule, on sait que c'est le bateau coule, et donc les sauvetages, l'organisation des sauvetages se fait un peu différemment. Alors, ou alors que tu es malade, ça peut arriver, ou tu t'es cassé une jambe, peu importe. Donc le système est différent. C'était pas mal. Donc ça c'était pour parler du destin. C'était sur la calotte sur l'île, dématé et tout. Et puis quand j'ai commencé à couper, il y a eu le début d'incendie. À l'époque, on n'avait pas de moteur, on n'était pas obligé d'avoir des moteurs, donc j'avais juste un générateur. J'avais lancé des générateurs au cas où j'aurais eu besoin d'énergie. Et puis quand j'ai commencé à sélectionner le haubanage, j'ai commencé par l'arrière. Pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai commencé par l'arrière. Puis après, j'ai commencé sur le bord, latéraux. Et puis j'ai entendu les moteurs qui s'arrêtaient, les générateurs. J'ai regardé par le panneau, il y avait plein de flottes. Parce qu'en fait, tout s'est bien passé à peu près pendant 2 heures. Mais quand j'ai commencé à sectionner le patara, enlever les bastacs, le mât a dû glisser dessous. Et puis a perforé la coque. Et
rentrais, c'était râpé. Et c'était dans un endroit inaccessible. Donc je ne sais même pas où ça pouvait être, c'était dans la cabine, sous la table à cartes, je ne sais pas quoi. Et comme on avait des planchers en aluminium qui étaient boulonnés, donc c'était difficile d'avoir accès. Et donc après j'ai appuyé sur le bouton de l'Argos. Et puis à la nuit, parce que le bateau, à la nuit je me suis dit, il vaut peut-être mieux que je me mette sur mon canot de survie au cas où. Donc je suis allé sur mon canot de survie tout en restant attaché au bateau à une certaine longue distance. Et puis pendant la nuit, le vent a dû tourner. A coupé, ouais. Dans la nuit, le vent a dû tourner. Et donc j'étais plus sous le couvert de Ouais, d'accord, t'étais pas sous la mer. sous le vent du bateau. Et plop, le canot de survie s'est retourné. Moi j'étais assis comme ça, le vent venait plus ou moins de là, et avec mon poing, donc j'ai fait une calipette. Et la petite lumière verte du haut du canopé, il s'est retrouvé sous l'eau évidemment. Et donc j'étais dans l'eau, etc. Et puis comment m'en sortir. Et c'est là où je crois que l'expérience joue, c'est que tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu dois agir. La façon dont tu vas agir, c'est presque entre la vie et la mort. Et puis j'ai plongé. J'ai réussi à sortir parce que c'est pas grand, le canot de survie, surtout c'était à 4 places. Et puis je me suis retrouvé à l'air libre. C'était déjà un bon point. Et ensuite, ma première idée, c'était de nager vers le bateau. Et je lui ai dit, non, parce que l'eau est quand même à 2 degrés, etc. Et avec le vent, puis j'étais trempé. Donc je suis monté sur le canot de survie, j'ai réussi à monter dessus. Et ensuite à me aller vers le Misquilu qui prenait toujours l'eau. Il y avait ça, le pont était à ça au-dessus de l'eau. Donc je suis remonté dessus. Mais là, le problème, c'était de remettre le canot à l'endroit. Or, dans le canot, j'avais un sac de couchage, j'avais eu le temps de mettre un tas de trucs qui auraient pu me servir. Mais ça pèse du poids. Et notamment un duvet trempé. Et donc, j'ai essayé de relever le canot en m'appuyant avec le vent. Essayer de remettre le canot à l'endroit. J'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. J'arrivais à le mettre droit et puis il est retombé. Donc la 3e fois, je me dis, écoute, c'est la dernière fois. Tu ne pourras plus, j'étais crevé complètement. Donc tu ne pourras plus et tu dois réussir ce coup-ci. Donc je me suis concentré, j'ai attendu ce que je pensais être le meilleur moment avec les éléments, quoi. Et puis alors là, j'ai essayé de le passer. Et coup de peau, il a hésité. Donc il a pu se remettre droit et donc j'ai pu embarquer ensuite, dégager ce qui restait de merdier. Et puis comme l'eau qui coulait, j'ai largué et puis j'ai dérivé, quoi. Et coup de peau, la balise Argos, elle était flottante. Ils avaient mis en système flottant. Et elle s'était coincée sous le canot de survie. Ce qui fait que quand je l'ai redressée, elle était toujours dedans. Presque tout le reste avait disparu, sauf quelques fusées, sauf un peu de bouffe, mais tout le reste avait disparu. Et finalement, heureusement que j'avais l'Argos, parce que c'est ce qui a permis, combien de temps après 18 heures, c'est ce qui a permis au bâtiment de la marine chilienne de me récupérer. Ces 18 heures, ils ont dû être longs, non? Oui et non. Au début, j'ai analysé la situation rapidement, etc. Parce que j'étais quand même à une vingtaine de milles de la côte. Je pouvais voir la montagne de très loin. Malheureusement, ils m'ont expliqué après, je dérivais, mais parallèle à la côte. Donc j'aurais repassé le Cap Horn et vers l'Antarctique, entre guillemets. Mais pour moi, c'était une nouvelle aventure. Donc j'ai jamais paniqué, j'ai toujours été positif et pour moi c'était une nouvelle aventure. J'imaginais déjà comment je devrais procéder en arrivant sur la côte, s'il fallait mieux plonger avant de toucher les rochers, enfin. Tu étais en réaction déjà fait dans le. Ah oui, j'étais reparti dans une nouvelle aventure. Mais le truc c'est qu'il fallait lutter contre le sommeil, parce qu'il faisait froid et tout ça. Et en plus, sur les calots de survie, il y a une bouche de ventilation sur l'eau. C'est très bien sûrement dans les alizés, mais là où c'était du crachin sans arrêt, donc il y avait de l'eau qui venait et puis qui tombait petit à par goutte, tic, 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 dans le fond du machin. Et au bout d'un certain temps, j'avais le cul dans l'eau, carrément. Donc je m'obligeais, c'était à peu près toutes les demi-heures, à vider l'eau. Donc il fallait que je me mette à 4 pattes et vider l'eau et me réinstaller. C'est ça qui t'a maintenu en éveil? Voilà, tout ce qui pouvait me maintenir en éveil, je le faisais. Donc pendant ces 18 heures, t'as pas dormi? Ah non, il fallait pas.
fallait pas dormir. Et donc, en plus, tu avais... Tu sentais que si tu T'avais, allais dormir, Ah ouais, c'était fini. c'était fini. C'est fini avec le froid et tout, c'était râpé, j'étais râpé. Et en plus, il y avait un albatros qui venait régulièrement, qui descendait, tu sais, en vol statique, juste dans l'ouverture, qui te regardait. Donc c'était une bagarre c'est- entre lui et moi, tu vois. Là, il attendait qu'une chose, Ah c'est ouais. que tu passes. Hein. Ouais, ouais. Bah oui. Ouais, ouais. Bientôt, Ils sont occupés de toi. Il manque un peu encore. Ah, c'est délicieux. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est les charognards. Hein. Et Moëlan, tout ça. L'histoire qu'on raconte qu'ils allaient Bouffer les bouffer yeux des des noyés, enfin des gens qui tombaient à la mer. Ouais, Et c'est pour ça que dans le temps, très souvent, le commandant d'un navire, d'un grand voilier, interdisait qu'on balance une bouée de sauvetage à un type qui était dans l'eau, quoi. Parce que c'était ne pas lui rendre service, parce qu'il aurait été attaqué à la fois par les albatros et tout ça, alors que de toute façon, ils n'avaient aucune chance de le récupérer. Eh oui. Ils n'avaient aucune chance de le récupérer, le temps qu'un 3 mâts manœuvre dans le mauvais temps. Il aurait Enfin, mieux ça fallu dé- pour lui qu'il coule plutôt que de se faire Ouais, bouffer. ouais. Et donc, j'ai dérivé. J'ai même récupéré mon thermos de café qui m'a doublé un jour. Enfin, un jour. Quelques heures après, je vois le truc qui passe à côté de moi. Incroyable. Je dis, mais merde, alors c'est mon thermos. J'avais dérivé plus vite que lui. Et donc, au matin, quand il se fait jour, j'étais toujours à moitié groggy, à moitié en train de me bagarrer. Et puis j'ai entendu un bruit de moteur. Sur le coup, je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Alors je regarde, je vois rien, je pensais que c'était un avion, je vois rien. Bon, je me remets dans mon machin, au bout de 10 minutes après, une corde de bateau, tu vois. Oui, ouais. Je dis merde, il y a quelque chose. Donc je suis pas sorti, non, mais parce que l'ouverture est sous le vent. Donc j'ai essayé de me sortir le plus possible pour regarder au-dessus. Et quand j'ai regardé au-dessus, effectivement, il y avait un bâtiment de la marine chilienne qui était là. Vous voyez les trappes qui sortaient de l'eau, le gouvernement, l'hélice. Et donc, ils se sont mis à couple, enfin à couple. Ils sont venus, ils m'ont gardé sous leur vent à eux, ils ont arrêté les moteurs. Ils ont chopé avec un grappin, ils ont chopé l'encre flottante du life raft, là, du canot de survie, de façon à me aller vers eux, quoi, contre la coque. Donc, mais c'est marrant la réaction dans ces trucs-là. Quand j'ai entendu, et je les ai vus, je ne sais pas pourquoi, sur le coup, j'avais des fusées, j'ai balancé des fusées, fumigènes, mais je dis, mais t'es complètement con, ils t'ont vu. Donc j'ai arrêté, puis j'ai commencé à ranger mes affaires et pour pouvoir leur envoyer. Donc ils ont commencé par... J'ai envoyé la balise Argo, j'ai envoyé 2 ou 3 conneries qui restaient à bord. Puis après, c'était à mon tour. Tu vois. Mais bon, à mon tour, tu voyais, ce bateau-là, qui montait et descendait avec la houle, parce qu'il était travers. Tu vois, donc c'était un peu impressionnant. Et tu voyais l'hélice qui sortait, et tu dis, oh là là, faut pas trop penser. Et puis ils avaient mis un filet, finalement. Tu vois. Et donc, mais le filet, il allait pas à la ligne de flotte saison. Et de toute façon, avec le mouvement du bateau, de temps en temps, il était trop haut, de temps en temps, il était dans l'eau. Donc, il fallait calculer ton truc pour la gripper et commencer à monter au bon moment. Donc, ça s'est bien passé. J'ai commencé à monter, mais j'avais des bottes de cuir à l'époque qui étaient mouillées. Mais le filet, il est plaqué à la coque. Donc, tu n'as pas beaucoup d'espace pour mettre sur le filet. Tu vois, et il est arrivé à un moment, à mi-hauteur, où je ne pouvais plus. J'étais vraiment comme paralysé, je ne pouvais plus, j'avais plus de force. Épuisé. Ouais, épuisé. Donc je les ai regardés, ils ont vu. Et surtout, ils ont compris. Donc ils ont ramené le filet à eux, ils m'ont ramené, moi accroché dans le filet, ils m'ont ramené par-dessus le bastillage et puis sur le pont. Et après, ils m'ont emmené à l'infirmerie et tout ça, quoi. Mais, donc ils t'ont pêché, quoi, en fait. Oui, ils m'ont pêché d'une certaine manière. La Mais pêche ce qui au était Bernard. étonnant, La pêche au Bernard. c'était de voir je me rappellerai toujours, les yeux de l'équipage. C'est vraiment comme si c'était le Jésus-Christ qui sortait des eaux, quoi. Tu vois, Ils étaient contents tellement. Pour eux, c'était un miracle de sortir un mec de cet endroit-là, quoi. Mais alors, moi j'ai remarqué que l'Armada, quand même, ils avaient cette mission intégrée de la plaisance qu'on n'a pas nous ici. Et ça fait partie de leur... L'Armada chilienne. Ouais. Mais ils sont chiants pour les papasseries. Ah mais écoute, si c'est payer ce prix-là
Ah pour oui, oui. avoir ce résultat-là. Ça vaut Ah le non, coup, ils ont tu fait vois. un travail, Ils chapeau de t'imposent dans commandant. leurs eaux, est-ce que tu leur envoies ta position 24 heures. au moins tous les jours. Ouais, 24 heures. Et même quelquefois tous les deux fois par jour. Moi, ça ne me dérangeait pas de le faire, hein, je veux dire, parce que, en plus, tu vois, cette histoire que tu nous racontes, Bah ouais, parce que dans Non, les mais ça fait canaux, partie il de y a leur beaucoup de mission. gens qui se baladent dans les canaux de Patagonie et tout, donc c'est quand même ça fait dangereux. vraiment partie de la mission, Ils la veulent, plaisance. par sécurité, à la fois pour savoir où sont les gens, ça marche dans les deux sens, et en même temps par sécurité au cas où il arrive quelque chose, quoi. À Valparaiso, après avoir préparé mon bateau pour partir, il y avait eu un coup de vent, un gros coup de houle, mais ils avaient interdit les sorties des ports, mais en plus c'était physique. Ils te barrent la sortie du port avec un grand bout. Tu ne peux pas, et tant que l'armada ne te donne pas le feu vert pour appareiller, tu ne peux pas appareiller. Et ils te laissent appareiller si la météo est bonne, si ton bateau est en bon état, et ils te disent, vous nous envoyez une position tous les jours. On veut savoir où vous allez, quel itinéraire vous allez choisir. Alors au début tu te dis, oh. Mais tu vois, moi je trouve que c'est vachement rassurant finalement, parce que tu sais que ça fait partie de leur mission, et qu'au final ils sont capables de ça de manière efficace, quoi. Ouais, ils l'ont intégré. Ils sont partout sur toute la côte chilienne. Ils ont une formation américaine, hein, les officiers, ils vont plus à l'école, à l'académie. Ouais, ah ouais, d'accord. Donc ils m'ont pêché tout ça, et puis un an après j'ai repris ça. Avec un autre bateau. Oui, ça t'est arrivé 2 fois de suite. 2 fois. Oui. La deuxième fois, c'était la quille qui se barrait, quoi. Ils sont revenus encore. C'était qui le chercher. sponsor, c'était les mêmes? C'était le même. Ah, c'était le même? Ah ouais, j'avais dit à Brest, mais moi je suis breton, je suis têtu, et la BNP aussi. Donc on a remis ça. Et ouais, on a remis ça les années après, la même chose. Ouais. Et là, c'était la quille qui se barrait, quoi. La superstructure intérieure qui s'était rompue, et donc ça avait affaissé la quille, et donc elle tenait que par le fond. Tu vois, mais bon, ça faisait ça de différence, donc il y avait de l'eau à rentrer, et puis il y avait quand même 70 nœuds dehors, au près, et donc j'ai mis en cap. Parce que là, c'était dans le sens est-ouest que tu précises. Oui. Ah ouais, de New York à San Francisco, Ah, c'était trop dans l'autre sens. Ouais, Et, ouais, dans le plus mauvais sens, en principe. Ouais, Et donc, comme ça, hein? Pourquoi faire ça? Et donc j'ai mis en cap en attendant, et pour soulager la... Enfin, je pensais que c'était la meilleure solution. Poirie, et puis là en cap. On a dérivé, les mecs des secours sont arrivés le lendemain, mais le mauvais temps, il y avait trop mauvais temps, ils ne pouvaient pas me récupérer. Donc j'ai fait un deal avec le commandant c'était un remorqueur de haute mer. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas rester à attendre, eux non plus d'ailleurs. Moi je ne peux pas rester à attendre, j'ai besoin d'action, sans quoi je vais m'endormir, c'est pas bon, quoi. Et donc il m'a dit ok, alors je lui ai dit bon ben vous me dites, je remets de la toile, vous restez à 300 mètres de moi au cas où la quille se barre, et puis vous m'indiquez le cap à suivre pour rentrer dans le détroit de Magellan. C'est ce qu'on a fait. Et puis on est rentré dans le détroit de Magellan, quoi. Là, il m'a envoyé 2 gars avec un Zodiac, il nous a remorqués jusqu'à Punta Arenas pour réparer. Punta Arenas. Et le commandant, après, il me dit, mais en fait, vous avez vraiment suivi ce que je vous disais? Ah, oui. Je dis, j'avais aucune raison de douter de faire tel cap, je fais tel cap, ce qui ne m'empêchait pas de regarder où j'allais quand même, parce que c'était dans ce qu'on appelle le Milky Way. Ah, dans le Milky Way, d'accord. Ouais, Ouais. tu avais des roches à fleur d'eau qui brisent, et ça brisait dessus, donc tu voyais quand même. Mais bon, ça s'est très bien passé, quoi. Et dans la presse à Santiago, à Valparaiso, Santiago, un an après, il remet ça. Ah, purée. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, oh Guy, ça va. Déjà, la réputation, elle est bonne. Ils m'ont pêché, quoi. Ben, non. On nous l'a dit par mail. hein. Mais On nous l'a dit. c'est pour te dire que le nombre de fois où je suis passé très près de la mort, Ouais. ça c'est juste 2 exemples. Il y en a eu d'autres, quoi. Normalement, je devrais être mort depuis que j'ai 1 an. Alors, j'étais rapatrié sanitaire quand j'avais 1 an avec ma mère de Tunisie. Mais comme à chaque fois, tu rajeunis de 10 ans à chaque navigation. Ouais, donc ça va, tu vois, ça va, quoi. t'es éternel, là, T'es comme né ça. en Tunisie, t'es né en Tunisie. Ouais. De